cher maître, chers collègues, mesdames et messieurs, présents et en distanciel, permettez-nous à prime abord de nous acquitter d'un premier devoir, celui de remercier nos maîtres ici présents, qui ont pensé nous associer et nous permettre de nous exprimer et donc ainsi, entre guillemets, de briller sous leur lumière sur un thème pour lequel ils ont estimé que nous avions un certain degré de légitimité et qui finalement va aussi faire notre bénéfice puisque ça va davantage nous impliquer. Le second devoir serait de dire dans quelle manière nous pouvons nous sentir impliqués. En effet, vous entendrez parler de Kobi Kissa, vous entendrez parler de la Camus. Nous n'en faisons pas partie en tant que tel. Nous sommes plutôt Ekwele Mbaki Hugues Brieux, maître de conférence agrégé à la Faculté des sciences de la santé, membre de la Société congolaise de neurochirurgie. Une société qui n'est pas beaucoup connue parce que malheureusement ses activités se déploient davantage de l'autre côté du fleuve Congo, puisque c'est une société qui a la particularité d'associer les neurochirurgiens de la République démocratique du Congo et de la République du Congo. Et c'est en cette qualité que nous avons été désignés pour participer à la rédaction de ce document que nous appelons désormais conduite thérapeutique recommandée. Et au-delà de la phase de rédaction, nous avons su attirer l'attention des coordonnateurs de sorte à ce que nous soyons associés dans une deuxième phase qui concernait la mise en forme du document en tant que tel. Donc nous parlons là d'abord en tant que qu'enseignant-chercheur, membre de la Société congolaise de neurochirurgie. Ce préalable établi, notre propos va se structurer à travers un plan. D'abord un titre introductif pour dire quel est notre objectif au cours de cette allocution, situer les problèmes que nous avons identifiés et les concepts que nous avons définis, ensuite dire comment est-ce que nous sommes arrivés à rédiger ces conduites thérapeutiques recommandées, quel est le corpus de ces conduites et quelles sont les perspectives que nous pouvons attendre avant de conclure tous ensemble. En termes introductifs, permettez que nous commencions par une phrase qui aurait une allure plaisantine. Ça n'arrive pas qu'aux autres d'être malades. Et quel que soit le degré de moyens financiers dont on peut disposer, on n'a pas toujours la maîtrise de la pesanteur avec laquelle les problèmes de santé qu'on va porter vont poser. Et si notre gibecière contient le nécessaire pour pouvoir faire face. Donc c'est un problème qui concerne tout le monde. Et lorsqu'on prend en charge une personne malade, il s'établit globalement un triangle dont les différents côtés sont constitués par le patient, avec son cortège de pathologies, ses antécédents, ses appréhensions, sa compréhension de la société, sa manière de voir le système de santé auquel il s'adresse. Il y a le soignant, avec ses conditions de travail, ses limites intellectuelles, ses degrés d'ouverture, sa capacité à communiquer, etc. Et il y a bien sûr le financement. On a souvent tendance à penser que le financement ne concerne que le patient. Non, le financement regarde aussi le soignant, puisque ce dernier a besoin de ce financement pour pouvoir disposer des moyens adéquats afin de faire face aux problèmes de santé posés par le patient. Il se pose ensuite donc, et surtout actuellement, le problème de l'efficacité du soin qui est apporté, de la qualité de ce soin, et surtout le rapport entre cette qualité et le coût de la prise en charge. C'est ainsi que nous entreprenons aujourd'hui, tout en vous remerciant pour votre attention, de décrire les conditions dans lesquelles ces conduites thérapeutiques recommandées ont été rédigées. Parce qu'elles l'ont été face à un tableau que nous connaissons tous et dont nous allons essayer de dresser un synopsis. Le cours de l'histoire de la médecine est connu. Naguère, dans l'époque de l'Antiquité, il s'agissait plutôt de croyances religieuses. Donc les ayatollahs de la médecine, entre guillemets, étaient ceux qui avaient la capacité de communiquer avec le divin et d'interpréter, selon bien sûr les conceptions du patient, quelles étaient les causes de la maladie et comment y remédier. Fort heureusement, dans la période jouxtant la période médiévale, puis au-delà, il y a eu le développement des sciences pour pouvoir effectivement avoir une vision beaucoup plus rationnelle. Et il faut dire que sur ces deux périodes, le médecin était surtout un aristocrate qui avait une petite sacoche où il y avait un linge avec un récipient contenant de l'eau, souvent de l'eau assez fraîche pour pouvoir éponger le front du patient et baisser sa fièvre. On n'attendait pas du médecin qu'il soit capable d'être le vecteur de la guérison. Mais aujourd'hui, au prorata des connaissances et des patients et de la société, le médecin n'est d'abord pas forcément appelé à être un aristocrate, donc
entre guillemets, un pauvre peut aller en faculté des sciences de la santé faire de la médecine. Donc, il ne va pas faire de la médecine sur son temps perdu et à titre humanitaire, entre guillemets, il le fera aussi pour vivre. Mais d'autre part, le patient va aussi être regardant sur la qualité de la personne qui s'adresse à lui. Et donc, le cadre juridique que nous connaissons tous s'impose à tous. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, parce qu'on a prêté ou on a apporté des soins à un patient, se retrouver, par exemple, à répondre devant la justice. Et donc, les choses ont changé. Et aujourd'hui, la médecine est davantage basée sur les preuves. Nous nous souvenons qu'une fois, en soutenance de thèse, nous avions eu l'honneur de faire partie, et c'était la première fois, nous pensons, faire partie du jury dirigé par notre maître, le professeur Richard Bilico, à qui nous avions dit qu'il était un pionnier très bien seul à l'époque. Parce que ces termes, nous les connaissions ou nous les entendions de sa bouche. Et on a comme le sentiment que ce sont des termes nouveaux. Et à cet effet, nous tenions à lui rendre hommage. Aujourd'hui, nous fonctionnons sur la base des recommandations. Le médecin n'est plus celui qui se contente de la seule perception artistique de son métier, mais surtout scientifique. Ce qu'il va apporter comme soin doit faire l'objet ou doit être à l'épreuve des expériences vécues par les autres, de sorte à ce que la santé ou la qualité de la santé qu'on veut garantir à Brazzaville soit dans le meilleur du monde identique à ce qu'on peut garantir ailleurs. Et donc, devant une maladie qui existe en Europe ou en Afrique, les gens devraient être capables de raisonner pareil. Et à ce niveau se pose le problème du coût de la prise en charge. Et nous le savons tous, si hier les traitements étaient d'un prix relativement abordable, ils sont aujourd'hui encore plus chers et ils le seront davantage. Ils le seront davantage parce que notre population vieillit. Partout, nous avons une augmentation de l'espérance de vie. Parce que nous avons des nouveaux comportements que les gens adoptent. Et de plus en plus, même dans notre contexte, on a comme le sentiment que les maladies, entre guillemets, transmissibles reculent. Nous avons davantage, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Bilico, des maladies liées au vieillissement, à l'occidentalisation de nos mœurs, etc. Et il y a un parallèle qui peut parfois faire travers, c'est le développement de l'innovation et des technologies. Aujourd'hui, le patient, il est capable parfois de réclamer, entre guillemets, et c'est bien, un accouchement sans douleur. Mais cela va nécessiter une infrastructure qui n'est pas identique à celle dont on avait peut-être besoin lorsqu'on faisait l'accouchement par les voies naturelles sans trop d'intervention artificielle. Ça n'est là qu'un exemple, comme pour dire qu'aujourd'hui, les technologies avancent à un niveau où il y a un jeu, peut-être relativement vicieux pour certains, de sorte à ce que ces technologies tirent souvent les décisions thérapeutiques vers elles et vice-versa. On est parfois obligé d'abandonner des techniques thérapeutiques parfois efficaces parce qu'il faut se mettre à jour, il faut se mettre à la hauteur de ce qui est à la mode. Donc ça coûte de plus en plus cher et c'est pour cela que l'assurance maladie est une solution parce qu'elle permet, l'assurance maladie, d'apporter un équilibre dans les choix à opérer en tenant compte des moyens disponibles et de l'essentiel dont on a besoin pour pouvoir garantir la santé. Bien sûr, ça ne le serait pas sans penser à l'universalité des soins, à faire à ce que les personnes qui bénéficient du système d'assurance maladie le fassent sous le truchement de la solidarité. C'est vrai que je me fais soigner parce que je me cotise, mais je me fais aussi soigner parce que mon voisin se cotise. Et cela nous permet d'être encore plus forts. Mais il y a des problèmes sur le terrain, que la CAMU soulève déjà d'ailleurs. Je pense que la dernière fois, vous avez probablement eu à aborder ces aspects. C'est la disponibilité des ressources. Je me cotise, mais après on me dit que je ne peux pas me faire soigner parce qu'il n'y a pas, entre guillemets, un neurochirurgien. Je me cotise, mais on va me dire que le médicament qu'on devait me prescrire n'est pas disponible dans les pharmacies de Brazzaville. Je me cotise, on va me dire que l'examen que je devais faire pour qu'on trouve mon diagnostic n'est pas disponible dans l'hôpital où je suis, entre guillemets, conventionné. C'est ça les difficultés de la CAMU. Et donc, on a aussi, parallèlement, un certain nombre de risques, mais que nous vivons, dont nous vivons déjà les conséquences. D'abord, les prescriptions inappropriées, ça c'est une réalité, mais la CAMU, ou l'existence d'un système d'assurance maladie universelle, peut contribuer à être une partie du remède à cette situation. Les coûts inappropriés, tout à l'heure on a parlé du choix de certaines molécules au détriment d'autres qui sont peut-être plus accessibles financièrement, et aussi la corruption du système. Nous avons eu cet exemple à Rabat au Maroc où nous avons fait notre spécialisation en médecine, où le patient pouvait venir vous voir à la consultation avec un papier du système d'assurance et des cartons vides de médicaments, en vous demandant de tout simplement lui transcrire ces médicaments sur du papier, mettre votre cachet pour qu'il aille récupérer de l'argent à l'assurance. Donc c'est des choses qui existent, il faut quand même qu'on le sache. Et c'est ainsi qu'on est appelé à comprendre comment est-ce que ce système sur lequel
la Caisse d'assurance maladie universelle veut s'appuyer fonctionne? Eh bien, c'est le système des recommandations. Mais attention, au départ ou dans l'idéal, sans faire dans le nihilisme à la Friedrich Nietzsche, c'est le guide thérapeutique que nous devrions avoir. Le guide thérapeutique est un corpus qui contient des recommandations qui sont basées sur des éléments qui ont fait la preuve de leur efficacité dans la prise en charge des patients. Et donc, on devrait plutôt être en mesure de vous présenter des protocoles, c'est-à-dire des indications qui sont rigoureuses, qui sont carrées et dont on ne devrait, à la limite, pas se départir, c'est-à-dire comme des rails, sans possibilité d'accroc. Mais nous, vous avons choisi le terme de conduite thérapeutique, parce que ce terme de conduite a induit une flexibilité avec laquelle on devait être capable de concevoir le document. Ça veut dire que ce document n'est pas un recteur. Ce document n'est pas un document à caractère autocratique. Il est plutôt un document qui va permettre à ce que nous ayons des éléments de balisage, en sachant qu'on peut compter sur le degré d'expertise et de conscience de tout un chacun. Et nous expliquerons bien sûr pourquoi cette faiblesse à ce stade. La rationalisation des soins, puisque c'est cela qu'il s'agit, c'est surtout d'adapter justement les ressources que nous avons de disponibles par rapport aux contraintes économiques et techniques. Et c'est bien pour cela, et vous le comprenez bien, pour être tous des acteurs de santé, qu'on ne pourra probablement pas parler de protocole lorsque nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Alors, comment alors, devant cet état des choses, nous avons procédé? Ou comment est-ce que les choses se sont passées? Parce que finalement, nous nous y sommes retrouvés sur le parcours. Quelques dates essentielles sont à retenir, en tout cas en ce qui concerne le document que nous appelons aujourd'hui conduite thérapeutique recommandée. C'est que l'initiative est partie du ministère de la Santé et de la Population, qui s'est certes aidé du projet Kobikisa pour mettre en édition ce document que nous appelons aujourd'hui conduite thérapeutique recommandée. Mais pour cela, il fallait des termes de référence pour dire comment est-ce que ça doit se concevoir. Nous n'allons pas vous ennuyer avec tous ces détails-là, mais surtout insister sur le fait qu'il a fallu à ce stade identifier comment retrouver les experts à même de rédiger ces conduites. Et dans cette démarche, on gardait surtout en présence d'esprit le fait que ce document sera à prime abord utilisé ou mobilisé dans le cadre du projet de la Caisse d'assurance maladie universelle. Nous insistons sur ce fait pour dire qu'au-delà de la Caisse d'assurance maladie universelle, ce document garde son sens puisqu'il nous permet aujourd'hui de remplir un vide existant. Deuxièmement, les sociétés savantes que nous avons disponibles en République du Congo ont été sollicitées pour créer une cellule de coordination. Ce sont donc ces sociétés savantes existantes qui ont désigné les experts qu'ils reconnaissaient comme tels. Ça veut dire que votre homme serviteur devant vous a tout simplement été désigné par la coordination de la Société congolaise de neurochirurgie et le représentant de la Société congolaise de neurochirurgie, qui est mon leader et mon chef, M. Léon Boukassa, a effectivement porté son choix sur ma personne. Et les experts étant désignés, nous nous sommes retrouvés autour d'une cinquantaine pour 18 domaines de spécialité. Ça n'est pas ça l'exhaustivité, mais comme on le dit souvent, la plus belle femme du monde ne peut faire qu'avec ce qu'elle a. Donc voilà ce que nous avons eu dès le départ. Il a été question de ce que nous avions intégré dans ce processus, question de choisir des cibles. Parce que dans la rédaction des conduites thérapeutiques recommandées, comme cela est prescrit dans la littérature, il n'est pas très prudent de tout embrasser. Qui trop embrasse mal étreint. Donc, l'intérêt portait surtout sur les pathologies les plus fréquentes et ou les plus graves. Parce qu'on ne pouvait pas faire dans l'exhaustivité, tout en sachant que certains groupes de pathologies étaient déjà mis de côté. Même si on pouvait être invité à rédiger des recommandations dans ce sens, ça ne ferait pas partie de l'assiette que la Camus avait prévue. Le représentant est là, peut-être qu'il nous en dira plus. Donc la pathologie cancéreuse, par exemple, n'était pas prise en compte. Il a fallu, dans la méthodologie, analyser les études scientifiques existantes. Et à partir de ces analyses scientifiques, retenir des situations à mettre en application dans le cadre des conduites thérapeutiques. Il a fallu avoir en l'esprit le fait
qu'il fallait, après que chaque spécialiste, avec les conditions ou les moyens qu'il pouvait mettre à sa disposition, après que chaque spécialiste ait rédigé le corps du document, éventuellement en complicité avec sa société mère, qu'il y ait un moment de restitution où l'ensemble devrait éventuellement valider les réflexions qui étaient produites. Et ensuite, réfléchir sur la manière avec laquelle nous pouvions nous assurer que ça ne serait pas la seule occasion où nous pourrions nous pencher sur ce type de questions. Donc l'actualisation du dit document. Et enfin réfléchir sur la forme qu'il fallait donner à ce dernier. En ce qui concerne la cible, les experts ont identifié en toute liberté, connaissant les pathologies prévalentes et urgentes de leur domaine, les thèmes à traiter. Ensuite, il a fallu tenir compte des conflits d'intérêts dans la rédaction du document. Nous n'allons pas nous attarder dessus puisque nous en avons déjà parlé, par exemple, en termes de médicaments à prescrire, donc donner la priorité aux génériques, etc. Et ça n'est pas que les génériques, c'est aussi les moyens biotechnologiques qu'on peut être amené à utiliser. Déterminer les indications qui sont reconnues, c'est-à-dire s'assurer avec des preuves scientifiques que les recommandations qui étaient faites étaient vérifiables dans la revue de la littérature. Et enfin, surtout, insister sur les situations qui n'étaient pas acceptables, parce que cela risquait d'engager, une fois appliqué, la responsabilité de l'assurance maladie qui finance. J'ai été maltraité parce que c'est dans l'hôpital en question que je suis conventionné et que là-bas, le médecin, entre guillemets, n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc l'assurance a une part de responsabilité. Nous avons, encore une fois, et nous insistons, réalisé une lecture critique en tenant compte de la méthodologie avec laquelle les documents étaient consultés et les niveaux de preuves scientifiques présentés. Il fallait tenir compte des comparaisons pour une méthode proposée avec, bien sûr, le gradient que nous avons toujours l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire au-dessus et en dessous de l'équateur. Pour ne pas dire en Europe, aux États-Unis, puis en Afrique, tout en contextualisant. La possibilité d'appliquer une recommandation devait être une préoccupation permanente. Et bien sûr, tenir compte de la population visée. Et au départ, comme on l'a dit tout à l'heure, la priorité en fait c'était mère-enfant, mais avec extension bien sûr chez l'adulte en général. En ce qui concerne la validation, nous pensons que les choses ont été prises en compte dans la mesure où les experts ont été désignés par leur société. Il y a une pluridisciplinarité qui a fait que finalement nous nous sommes retrouvés pas seulement en monospécialité et pas seulement entre médecins parfois. Et tenir compte du mode d'exercice public-privé. Nous avons eu des collègues qui étaient dans le privé, désignés aussi par leur société. On a fait l'effort de tenir compte de l'origine géographique des intervenants, quoique là, manifestement, vous conviendrez avec nous qu'il peut avoir quelques faiblesses, notamment la difficulté à réunir les experts de tous les départements de la République. Et enfin, il a fallu une validation institutionnelle finale qui regroupait non seulement les sociétés savantes, le texte réglementaire existe, mais aussi un représentant de la faculté des sciences de la santé et d'autres structures institutionnelles. En ce qui concerne l'actualisation, ce qui est recommandé dans la littérature, c'est de ne pas laisser exister et se pérenniser des recommandations médicales au-delà de 4 ans. Ce qui veut dire que le document qui vous est aujourd'hui présenté entame déjà son parcours sans peut-être avoir été suffisamment vulgarisé et que d'ici 3 ans, il faudra déjà penser à le mettre à jour. Mais attention, on n'attend pas toujours les 4 ans. Parce que si dans le courant des 4 ans, il y a des attitudes médicales qui étaient admises hier, deviennent dangereuses aujourd'hui, il faut des réajustements. Donc ça veut dire que de manière permanente, il y a des révisions auxquelles il faut penser. Il faut intégrer au cours de ces révisions intermédiaires des nouvelles données scientifiques. Et lorsqu'on va vers la révision des 4 ans, ou quadriennale, la méthode idoine devrait être celle qui consiste à reproduire le schéma initial. Parce que ceux qui sont désignés experts aujourd'hui n'auront peut-être pas toujours la confiance de leur société mère dans 4 ans. Et donc le document tel qu'il est produit, nous espérons que M. de la Camus en a un exemplaire, rappelle la méthode utilisée. Donc au début du document, on rappelle la méthode utilisée. Il y a à l'intérieur des tableaux récapitulatifs pour faciliter la lecture. Il y a surtout des algorithmes partant d'un symptôme au diagnostic et au traitement. Et surtout des arguments bibliographiques pour, entre guillemets, satisfaire l'intérêt de tout le monde.
Les experts étaient au mieux représentatifs et devraient au mieux réfléchir sur la possibilité de se rendre disponibles. Nous avons d'ailleurs été internés à un moment donné, en dehors de la ville de Brazzaville, pour que nous puissions effectivement travailler. Et les compétences, on peut dire qu'elles étaient avérées, sans hypertrophie de moi, et nous avons ressenti effectivement cet engagement des structures publiques et nous avons travaillé dans un esprit d'équipe. Cet esprit d'équipe permet de découler sur un document dont la texture, on va dire liminale, est la suivante. D'abord, nous avons identifié 17 spécialités pour cette première mouture, allant de la gynécologie obstétrique et la pédiatrie à la biologie médicale et à l'imagerie. Quand nous cliquons sur l'onglet numéro 15, réanimation polyvalente et urgentologie, nous avons l'ensemble des items qui ont été traités par l'équipe du professeur Otiobanda Fabrice, qui coordonne l'activité d'anesthésie-réanimation à l'université Marien Ngouabi, et l'équipe du docteur Tiafoumou, et vous comprenez bien pourquoi il est là. Et donc voici les items qui sont abordés: coma, acidocétose diabétique, etc. Pour chaque pathologie ou symptôme, on fait le rappel sur le diagnostic positif, en insistant sur les signes et les examens nécessaires. Ça veut dire que ce chemin balisé est celui qu'utilisera le médecin contrôleur ou toute autre personne habilitée pour s'assurer de la pertinence d'une prescription paraclinique. Secondairement, il y a le résumé et examen clé présenté en algorithme. Donc ça veut dire qu'on se répète en disant encore plus facilement les choses qu'on a dites en amont. Il y a le diagnostic différentiel pour justifier pourquoi, dans le cadre par exemple d'une maladie, en restant dans notre domaine, un patient qui présente un syndrome d'hypertension intracrânienne, pour lequel on va penser à une tumeur cérébrale, mais on va demander la C-réactive protéine parce qu'un processus expansif intracrânien peut être un abcès. Donc si le patient finalement a une tumeur et que dans les examens qu'il a réalisés, il y a un bilan inflammatoire, ça devait être remboursé puisque ce bilan a permis de faire un diagnostic différentiel. Le traitement a été fixé par niveau. Ce qu'un centre de santé intégré est en mesure de faire, ce qu'un hôpital de référence est en mesure de faire, ce qu'un hôpital général ou un centre hospitalier universitaire est en droit de faire. Mais à chaque fois, nous avons insisté sur le fait que nous avons, et heureusement, dans certains hôpitaux de référence, des médecins spécialistes. Donc la mention, lorsqu'on aborde la partie hôpital de référence, il y a toujours barre spécialiste. Donc s'il y a un spécialiste dans cet hôpital de référence, il faut voir sur les capacités de l'hôpital général ou du CHU. À titre illustratif, un patient peut se retrouver à l'hôpital de Talangaï et va bénéficier d'une qualité de soins identique à celle qu'on peut retrouver au CHU de Brazzaville. Eh bien, il ne faudrait pas s'en étonner, puisque à ce moment-là, pour le cas ponctuel de ce patient, la prise en charge s'est réalisée par une personne qui avait les compétences du niveau 3. Nous avons un chapitre sur lequel nous avons insisté, c'est à ne pas faire. Et tout à l'heure, le professeur Bileko a su argumenter déjà un titre introductif à ce propos. Ce qu'il ne faut pas faire, donc ce qu'il ne faut surtout pas rembourser. Il y a aussi le résumé des molécules et des examens qui sont interdites de prescription au centre de santé intégré. Il y a les molécules et examens dont la prescription est réservée aux médecins spécialistes. Il y a le récapitulatif des conduites à tenir devant les principaux syndromes. Et à la demande du ministère de la Santé, qui est le titulaire de cette procédure, il nous a été demandé, pour chaque chapitre, de préciser quelles étaient les recommandations en termes d'amélioration des ressources, en termes de plateau technique, pour que, effectivement, chemin faisant, ces structures soient conscientes des limites que nous pourrons rencontrer et que, si elles sont franchies, permettront à ce que l'assiette de l'offre sanitaire assurée par la CAMU soit améliorée. Mais tout n'est pas parfait. Le livrable comporte quelques points de faiblesse. À savoir, et à notre avis ici, alors là maintenant ça engage notre responsabilité personnelle, qu'il n'existe pas, et c'est un point de faiblesse, et heureusement nous en devons l'inspecteur général de la santé, il n'existe pas une structure au niveau de notre ministère qui assure cette fonction, celle de faire à ce que les prescriptions médicales, etc., soient balisées,
de sorte à ce qu'il y ait une structure de coordination de tout cela. Sinon, on n'aurait pas fait comme on l'a fait au départ. On saurait déjà à qui s'adresser. Ça veut dire que le problème de la régulation, le problème de la révision de ce document pourrait poser problème, surtout si nous faisons l'erreur de penser que c'est le problème de la seule CAMU. Parce que même les patients qui ne sont pas conventionnés par la CAMU, encore que tout le monde est censé y être, devraient bénéficier de ce que nous avons proposé, puisque c'est un travail fait par les sociétés savantes. Le deuxième problème, sans porter opprobre sur nous-mêmes, c'est le niveau des preuves scientifiques. Nous savons tous, chers maîtres, que les travaux scientifiques que nous réalisons actuellement dans notre contexte, avec les contraintes que nous connaissons, sont pour la grande partie des travaux descriptifs. Nous ne sommes pas toujours dans un schéma de comparaison entre les schémas thérapeutiques. Nous ne sommes pas à des niveaux élevés de preuves scientifiques. Donc ça veut dire que quelque part, ces conduites thérapeutiques recommandées ne puissent de nous que ce que nous pouvons leur donner. Donc cela devrait nous interpeller. Le degré d'implication des sociétés savantes. Parce qu'effectivement, il a fallu, et heureusement encore, qu'il y ait eu cette initiative pour que ces dernières se retrouvent pour réfléchir sur une question aussi cruciale. Quand nous disons faible fréquence des assises scientifiques, on est un peu gêné de le dire ici, mais peut-être qu'il faut bien le dire. La majorité des assises scientifiques que nous menons se font à l'orée d'un certain type de challenge qui nous attendent au niveau universitaire. Ça n'a pas un caractère régulier qui puisse garantir à nos populations une production scientifique de qualité de manière à toujours réfléchir sur comment mieux soigner. Et enfin, les thèmes restaient limités à la seule CAMU, ce qui explique que la pathologie psychiatrique, par exemple, ne s'y retrouve pas, et bien d'autres pathologies, puisqu'initialement, elles ne sont pas prises en charge. Après ce goût amer, nous pouvons au moins nous satisfaire du fait que cela donne sur des perspectives. C'est que si nous adhérons à cette initiative, cela peut contribuer à renforcer le rôle des sociétés savantes dans notre système de santé. Cela peut contribuer à améliorer la qualité de la recherche, puisque nous nous poserons des questions sur nos attitudes et réfléchirons comment faire à ce que les choses se fassent mieux. Ça améliorera notre compétitivité et aussi et surtout le cadre juridique, parce que la personne qui ne saura pas faire comme il faut sera facilement identifiée. Outre le fait que le patient ne sera pas remboursé, nous espérons que les mauvaises pratiques seront dénoncées. Et c'est pour cela que nous pensons, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a un cadre institutionnel qui devrait peut-être suivre au niveau du ministère de la Santé. Pour qu'à partir des cellules scientifiques de veille que devraient constituer les sociétés savantes, il y ait pour une fois une haute autorité de santé au Congo, c'est-à-dire une agence nationale qui s'occupe de l'accréditation et de l'évaluation en santé. En conclusion, nous disons qu'il est nécessaire, pour une bonne pratique médicale, de toujours avoir des guides. Ce sont des garde-fous essentiels pour le système. Et comme nous l'avons fait ici, l'épineux problème restera celui du coût et du suivi. Par exemple, dans le cas de la Caisse d'assurance maladie universelle, nous connaissons les limites. Donc il faudrait à chaque fois réfléchir sur la portée des décisions diagnostiques et thérapeutiques que nous prenons, tout en ayant en tête la nécessité de marcher sur un chemin balisé en ce qui concerne l'éthique et la contextualisation de nos pratiques. Nous ne saurions clore notre propos sans vous inviter, en fin d'année 2024, à la conférence africaine des associations de neurochirurgie qui se tiendra sur les deux rives du fleuve Congo, associant les deux autorités des différentes républiques, donc à la fois à Kinshasa et à Brazzaville, et c'est pour la fin du mois de novembre. Nous vous remercions.